Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Bonsoir les filles, ça va bien? Ouais, Vanessa, Théanie, toujours présente ce soir. Notre première invitée, Monique Gouard, accusée à tort, peut-être. C'est en tout cas ce qu'elle est venue défendre sur notre plateau du rendez-vous de l'info. Gary Paul nous parle quant à lui de la mort de Duvalier, bébé doc, mais les conséquences également, que ce soit en Haïti, dans le monde entier ou aussi ici même en Guyane. Que pense la communauté haïtienne justement de la mort de Duvalier? On en parle d'ici quelques instants. Hydro-ULM, le baptême de l'air de Théanie. Vous verrez de très très belles images ce soir avec une caméra embarquée. Et puis parce que vous voyez les nouvelles depuis la semaine dernière un peu tristes, il faut rigoler un peu, il faut se détendre un petit peu. C'est ce que nous propose Vanessa ce soir avec les délires du net. Elle a fouillé et vous verrez le résultat d'ici quelques instants. Le rendez-vous de l'info, ça démarre tout de suite avec le journal, tout en images. La maison départementale des personnes handicapées ne peut plus verser les salaires. Il reste que 11 000 € sur le compte de la structure pour terminer l'année. Le MDPH est en difficulté depuis plusieurs années. En 2009 et 2011, le Conseil général avait attribué aux dotations exceptionnelles 650 000 € au total pour que la structure puisse remonter la pente. Mais cette année, le département n'a pas les moyens, nous dit Alain Tiengnon. Je fais le parallèle avec le dossier des prêtres où une mesure coercitive a été mise en œuvre. Et aujourd'hui, face à la problématique du salaire de 24 agents qui interviennent dans un domaine d'intérêt général, eh bien l'État n'est pas capable de nous dire quelle sera la solution trouvée. Par conséquent, aujourd'hui, face à une décision de l'État qui a fait preuve de zèle dans le mandatement d'office des salaires des prêtres, eh bien, je lui ai fait savoir que le budget du Conseil général a été malmené par cela. Le préfet a proposé de céder gratuitement des biens de l'État à la collectivité afin qu'elle puisse les revendre. Je suis quelqu'un de pragmatique, il faut trouver au moins 80 000 € en 15 jours et puis 300 000 jusqu'à la fin de l'année. Donc comme je n'ai pas de garantie des administrations parisiennes qu'elles me verseront une subvention, je donne au Conseil général des biens qui appartiennent à l'État, à charge pour lui de faire une plus-value dessus, ce qui lui donnera l'argent pour payer les agents. Pour l'instant, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Une proposition qui ne résoudra pas le problème d'ici la fin du mois. Puis ce n'est pas une solution pérenne. Au contraire, les biens de l'État, ce n'est pas immédiat en fait. C'est dans quelques temps. Parce qu'il y a tout un système, toute une stratégie, alors que les besoins des familles de la MDPH, qui travaillent à la MDPH, c'est à l'instant. Si une solution n'est pas trouvée rapidement, 24 agents de la maison départementale des personnes handicapées ne pourront pas toucher leur salaire pour les 3 derniers mois de l'année. Baby Doc meurt avant que son pays puisse le juger pour crimes contre l'humanité et détournement de fonds publics. C'est ce samedi à Port-au-Prince que la vie de l'ancien dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier touche à sa fin. Héritant à l'âge de 19 ans du pouvoir de son père, François Duvalier, Baby Doc a régné à la tête du pays pendant près de 15 ans. Âgé de 63 ans, son décès laisse les Haïtiens dans une apparente indifférence, sauf pour les victimes de son régime. Les Avocats sans frontières Canada, la SFC, principal partenaire des plaignants contre l'ex-dictateur et ses collaborateurs, ont déclaré que sa mort ne met pas un terme aux poursuites contre les principaux responsables des graves violations des droits humains, commises sous le régime duvalieriste. Plus que jamais, le droit à la justice et à la réparation de ces victimes doit être pleinement respecté et mis en œuvre, ont-ils affirmé. Hier, au lendemain de sa mort, aucun rassemblement n'était organisé dans les rues de la capitale, ni devant la morgue, ni devant la résidence de l'ancien président à vie d'Haïti. Aucune date n'est encore fixée pour les funérailles, qui seront probablement officielles. Les professeurs du lycée de Balata étaient en grève pour dénoncer le climat d'insécurité aux abords de l'établissement. Vendredi, une réunion de réflexion était organisée à la mairie de Matoury pour trouver des pistes afin de faire face à la montée de violence. Il y a des réponses que l'on peut mettre en place très rapidement concernant une meilleure surveillance aux abords du lycée Balata, conjointement effectuée par la police municipale, la gendarmerie et des vigiles dont on va demander le recrutement par les autorités qui sont responsables. On n'a pas d'autre choix que de tout mettre en œuvre très rapidement de manière à sécuriser l'établissement, à rassurer les enseignants et les personnels, mais aussi les parents d'élèves,
qui manifestent une inquiétude profonde que tout le monde peut comprendre. Des parents d'élèves pas très nombreux à cette réunion, ceux qui sont venus restent sceptiques. J'attends la suite. En tous les cas, je ne suis toujours pas rassurée puisque les personnes compétentes ne sont pas là. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs questions qui restent en suspens. Donc j'attends pour voir. J'attends que cette violence à l'intérieur du lycée s'arrête puisqu'on dit que la violence est à l'extérieur, mais il faut dire aussi que c'est à l'intérieur parce que moi, mon fils, il a été agressé à l'intérieur de l'école. Et pour que les compétents du transport puissent faire aussi le nécessaire pour ne pas que les enfants puissent rester aussi tardivement au niveau de l'abribus, rentrer chez eux un petit peu à l'heure pour qu'ils puissent faire leurs devoirs. Voilà. Du côté du corps enseignant, on note les premières avancées. Ça ne peut pas être résolu en une réunion non plus, ça serait un peu trop facile. Mais des avancées dans le sens où les choses ont commencé à être posées et que les gens ça a le mérite d'avoir mis les responsables un petit peu autour des tables et d'être obligés d'écouter un peu le terrain, de relier le lycée Balata à son environnement proche, moins proche aussi, et de tenir compte un petit peu de beaucoup de difficultés de la jeunesse guyanaise aujourd'hui, et pas seulement que du lycée Balata, mais de prendre les choses de manière un petit peu transversale. Le député maire de Matoury, Gabriel Serville, a annoncé des mesures pour lutter contre les violences. Il veut augmenter les effectifs de la police municipale, multiplier le nombre de caméras de surveillance et intensifier les actions de prévention. Les Brésiliens devront retourner aux urnes dans 4 semaines. Bien que Dilma Rousseff arrive en tête, elle n'a pas réussi à avoir suffisamment de votes pour éviter un deuxième tour. 41% des votes ont été attribués à Dilma Rousseff, 33% à Aécio Neves et Marina Silva a rassemblé 21% des suffrages. L'actuelle présidente affrontera donc Aécio Neves, même si toutes les prévisions, même en Guyane, étaient d'un deuxième tour face à Marina Silva. Les Brésiliens, ils ont un côté aussi de dire « Oh, je vais voter pour ça qui gagne ». La plupart des Brésiliens ne font pas de choix. Mais on voit ce qui se passe sur les médias, c'est clair, sur les antennes paraboliques encore en Guyane, pour voir qui est favori. Voilà, pour le moment, on sait que c'est Dilma et Marina qui passe au deuxième tour. C'est ça qu'on voit, on ne sait jamais, ça peut changer dimanche. Mais c'est clair que les gens ils sont un peu déçus. Ils disent qui je vais voter pour Marina ou pour Dilma. Mais comme Dilma, on parle des social, on parle de ce qu'il a développé dans le social, c'est clair que voilà. Aécio Neves, économiste de 54 ans, petit-fils de président, député, gouverneur, sénateur, il est le produit de l'élite brésilienne, programmé pour devenir président. Avec un programme basé sur les erreurs du gouvernement de Dilma, il gagne chaque jour aussi la sympathie des classes défavorisées du pays. Le combat s'annonce difficile pour les deux côtés. Le Parti des travailleurs aura la difficile tâche de rattraper cet échec. En 12 ans, la performance de Dilma Rousseff a été la plus mauvaise du parti pendant une élection présidentielle. Durant les 4 prochaines semaines, les deux candidats auront à leur disposition un temps égal de propagande à la télévision et à la radio. Sachant qu'au premier tour, le parti de Dilma, plus nombreux, avait droit à 11 minutes et celui d'Aécio Neves, 4 minutes. Le deuxième tour aura lieu le 26 octobre. Ce matin, 24 élèves de CM2 de l'école élémentaire de Rochambeau sont partis pour 5 jours à vélo. Une escapade à visée pédagogique avec plusieurs étapes entre Saint-Laurent et Matoury. Alors nous allons découvrir l'Ouest guyanais. L'intitulé du projet pédagogique s'appelle « À la découverte de l'Ouest à vélo ». Et en fait, nous abordons toutes les matières à travers ce projet-là. C'est un projet pluridisciplinaire. Nous faisons les sciences, français, mathématiques, histoire, géographie. En fait, toutes les matières qui sont au programme de l'éducation nationale. Une initiative organisée depuis le mois de février dernier. Avant le grand départ vers l'Ouest guyanais, 2 sorties préparatoires ont été mises en place et les élèves ont été sensibilisés à la sécurité routière. Notre objectif premier, c'est bien sûr l'éducation à la route, parce que nous avons beaucoup d'accidents sur les routes maintenant, donc dès le plus jeune âge, il faut inculquer cela à nos élèves. Au préalable, ils ont passé le permis piéton au mois de décembre 2013, ensuite ils ont passé l'APER, qui est l'attestation de première éducation à la route, et là, on va finaliser cela par un grand projet qui est la découverte de l'Ouest à vélo. Un projet à la fois ludique et éducatif qui séduit les parents. C'est une bonne initiative parce que comme ma fille, elle aime bien les sorties, donc pour moi c'était une bonne opportunité pour qu'elle puisse partir. Mais ce sont les enfants qui restent les plus enthousiastes. Parce que ça va bien se passer car nous avons fait des sorties préparatoires
Et ça ira? Oui, je suis très content parce qu'on va découvrir beaucoup de choses, des communes, et que je suis avec mes camarades. C'est bien d'apprendre des choses, comme ça on peut connaître mieux la Guyane. Une découverte de l'ouest de la Guyane avec 13 accompagnateurs. Leur périple se terminera ce vendredi avec un retour à Matoury. Voilà, de retour sur le plateau du rendez-vous de l'info, je rappelle, avec nos deux invités ce soir. Monique Gouard, bonsoir. Bienvenue sur le plateau du rendez-vous de l'info. Gary Paul également en deuxième partie pour nous parler bien sûr de la mort du Duvalier et ses conséquences bien sûr, et bien sûr la pensée haïtienne ici même en Guyane. Théanie, Vanessa pour les chroniques dans quelques instants. Les filles, rebonsoir. Et on attaque directement avec notre première invitée, Monique Gouard, ancienne candidate aux législatives et présidente de l'association de consommateurs Guyane Que Choisir. Vous êtes une figure du militantisme guyanais. Monique Gouard, si vous êtes avec nous ce soir, c'est parce que vous dites qu'il y a eu de fausses accusations à votre égard sur votre affaire d'expulsion. Expliquez-nous comment tout ça a démarré. Donc, déjà, je vous dire bonsoir, en toute sincérité, et que vous avez omis de rajouter que je suis aussi élue au bureau national du parti de gauche aux côtés de Mélenchon. Et donc, en voyant tout ce qui a été dit, je pense qu'il y a eu de l'exagération. Parce que quand vous avez des radios que j'interpelle, quand RFO fait une émission, moi je n'appelle plus cela RFO, j'appelle cela, je prends mes responsabilités pour ne pas vous mettre dans l'embarras. Radio fesses ouvert, on ne peut pas se permettre de faire un reportage sur les handis. Accusations graves. Et des accusations graves. Donc d'ailleurs que je leur dis au passage que je suis allée ce matin au tribunal pour déposer une plainte. Il n'en est pas question que je laisse cela passer parce que j'ai fait une petite erreur. Je vais vous laisser, ne vous inquiétez pas Monique Gouard, je vais vous laisser développer. Simplement, comme vous avez tenu des propos plutôt durs, je préfère dire aux téléspectateurs effectivement que vous êtes responsable de vos propos et que nous, sur ATG, ce genre de propos-là, bien sûr, nous ne les tolérons pas. Voilà, mais vous êtes responsable de vos propos, allez-y, continuez. Vous savez, je n'ai jamais fait marche arrière dans mes dires, je n'ai jamais fait marche arrière sur ce que je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. J'assume mes responsabilités et je répète, radio, fesses ouvertes. Alors, ne répétez plus, voilà. s'il vous plaît, ne répétez plus. Voilà. Allez-y. Donc, je pense que les auditeurs de Guyane ont compris mon message parce qu'ils ne sont pas stupides. Le peuple n'est pas stupide. Mais écoutez, du fait à me regarder pour me dire, elle s'est immolée. Chez elle, il y avait plein d'essence. Attendez, il faut arrêter. C'était aussi chez nos confrères de France-Guyane. Alors, disons les choses clairement, où est-ce qu'ils auraient pris cette info-là? Est-elle fausse ou pas? Dites-nous. Elle était fausse, parce que de toute manière, est mal foutu qui n'est pas prouvé. Vous avez mal foutu qui était RFO et pas prouvé qui était France-Guyane. Donc, à partir de là, quand les gens veulent des informations qui viennent me voir, je suis responsable, moi, je suis quelqu'un de responsable, je dis oui. J'ai commis une erreur, d'accord? Ne pas avoir payé mon loyer, j'ai commis cette erreur, mais je ne peux pas accepter qu'on dise, chez moi, il y avait plein d'essence, j'étais immolée, je voulais me tuer. Pourquoi? Pour donner pour donner l'occasion à ces charognes de venir sur mon cadavre danser? Non, certainement pas. Pas Monique. Monique Gouard, où est-ce qu'ils auraient pris cette information-là? Je n'en sais. D'où vient-elle? Moi, j'ai vu une information, j'ai lu le France-Guyane. Sur le France-Guyane, il disait que c'était le capitaine, le commandant de la gendarmerie. Ce matin, j'en ai discuté avec le préfet. Vous savez, je n'en veux pas au préfet parce que le préfet, il a suivi les règles. C'est une règle de jeu, vous savez, un logement, c'était une règle de jeu. Il a suivi son règle de jeu. Non pas parce que mon café soussait, ce n'est pas dans ma nature. Il a fait son règle du jeu, il a demandé l'expulsion, sous prétexte que la préfecture m'avait appelé, que je n'avais pas répondu. Je lui ai dit ce matin au directeur du cabinet du préfet, je n'ai jamais reçu de convocation. Alors, on y va maintenant. Si vous avez des questions, vous pouvez
envoyer vos questions en direct via le net sur rdv2info@atg.tv si vous avez des questions. Question, Vanessa? Oui, une question. Donc, vous n'avez pas été interviewé du tout par les médias? Non, aucun média. Alors, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Alors, quand je suis sortie de chez moi, donc j'ai trouvé une médiatrice, ils m'ont envoyé une médiatrice, ils appelaient ça négociateur, mais en fin de compte, ce sont des médiateurs. Alors, je lui ai dit, écoutez, madame, restez un peu sérieux, je viens d'arriver de Grenoble, je viens de sortir dans une formation, je sais comment ça se passe. Nous, ce qu'on cherchait, c'était 2 semaines, je cherchais que ça, 2 semaines pour me permettre de déménager, sans bruit, sans désordre. Et c'était ça qu'on était en train de discuter à l'intérieur. Monique Guard, depuis combien de temps vous ne payez pas votre loyer? Écoutez, moi franchement, j'habite le logement depuis 3 ans, pas 4 ans. 3 ans. Donc déjà une erreur. Donc il y a déjà une erreur, et donc c'est sur mon bail. Hein. Et quand l'engrenage est arrivé, vous savez, moi je suis franche, parce que je ne suis pas la seule en Guyane qui ne paye pas son loyer. Justement, allons-y. Quand vient de me jeter la pierre. Et donc j'avais demandé un FSL, donc le Fonds Solidarité Logement, et à partir de là, ils ont refusé. Ils ont refusé de me donner la caution, et donc la caution est venue s'ajouter. Puis je vais vous dire quelque chose, je suis quelqu'un un peu, je m'en fous. Je suis dans le foutaise, je ne vais pas vous mentir, je n'aime pas faire les papiers, je le fais pour les autres, pas pour moi, parce que je n'aime pas les privilèges. Quoi, vous avez une phobie administrative donc, comme l'élu c'est vrai. Moi, je vous mens pas. Ah, moi, je vous mens pas. Moi, je vous mens pas. Mais bon, non. Parce que non, moi, je n'ai pas de phobie. Parce que, vous savez, si je vais défendre quelqu'un, je ferai tout parce que c'est mon devoir de le faire. Mais quand c'est pour moi, j'ai une réticence. Je suis un peu réticente, donc je n'ai pas payé mon loyer. Dans ce cas, donc, la CAF a refusé, donc la CAF leur a demandé, parce que la CAF a fait son travail. La CAF a demandé au propriétaire de pouvoir signer le document en disant que j'étais à jour de mon loyer pour pouvoir faire un échelonnement. Le propriétaire, il a refusé. À partir de là, j'ai dit je ne paye pas. Vous êtes consciente que si on ne paye pas son loyer, Monique Guard, tout le on monde dehors. va loger à la même enseigne. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. D'accord. C'est pas parce qu'on s'appelle Monique Guard qu'on doit... Ah non, certainement pas, non. Pas de privilège. Je dois être traitée comme toutes les autres. Comment êtes-vous arrivé à une telle situation? Là, c'est personnel, là. C'est un peu plus personnel. Après, je me permets. Non, après, vous savez, après, c'était une question en disant, je voulais défier un petit peu mon propriétaire. Je ne vais pas vous mentir, parce que mon propriétaire avait fait le logement sur comment on appelle ça, en défiscalisation. Oui, défisc, oui. Et un jour, je suis passée sur Internet, j'étais pour lire la loi sur défiscalisation, je me suis dit, tiens, 1450 € le loyer, il se fout de ma gueule ou quoi? C'est ce que vous payez? C'est ça le loyer? C'est ce que je payais. D'accord. Donc, je me suis dit, oh, là, il y a quelque chose. Donc, quand j'ai commencé à calculer, on calcule sur le mètre carré qui fait 7 €, donc à partir de 10,20 €, et quand vous faites le calcul, ça faisait 7,20 €. J'ai dit, ah, le voleur, alors je ne paye pas. Je ne vous mens pas. D'accord, très bien. J'ai dit, je ne paye pas. Vanessa. Vous défendez les autres, mais qui pour vous défendre aujourd'hui? Eh bien, écoutez, personne ne peut me défendre. Vous savez, quand on s'appelle Monique Guard, on ne peut se défendre que soi-même. Et vous savez, je vous le dis, et je vous redis sincèrement, je ne suis pas quelqu'un à privilège. Ça m'est arrivé. Tant pis pour moi, j'aurais dû payer mon loyer. Vous habitez où aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis logée à l'hôtel. Comment vous faites? Qui vous aide? Alors, comme vous venez de cela, vous venez sur ce sujet, je veux remercier quelques personnes. Donc, Madame Joëlle Prévost-Madère, qui m'a déjà, puisque vous saviez, quand je suis tombée dans cet engrenage, je n'avais plus de téléphone, qui m'a permis de payer mon téléphone, qui m'a permis de payer mon téléphone, Madame Martine Nivoire, Madame Polonie Marie-Laure, voilà, et Madame qui m'a pris mes enfants, Madame Paresseux, et donc voilà un peu, parce qu'à ce moment on n'a pas d'amis, il n'y a plus d'amis. Vous savez, je suis peut-être quelqu'un de connu, mais quand vous tombez dans le trou, mais attention, il y a un trou qui est trou. Quand vous tombez dans le trou, il n'y a plus personne. Mais j'ai encore quelques amis qui m'aident encore à payer mon hôtel, l'hôtel, pour me permettre encore de dormir et ne pas me trouver dans la rue. Quel est votre quotidien aujourd'hui? Je n'ai pas de quotidien, vous savez. Je vis au jour le jour. Vous savez, je ne rêve plus parce qu'il y a longtemps que je ne rêve plus. Vous savez, je combats le système. Je sais, je vous dis, tant pis pour moi.
Je connais comment fonctionne le système. J'assume que je n'ai pas voulu payer mon loyer. Je n'en ai pas honte. Parce que je vais sinon aussi, vous ne serez pas sur le plateau voilà. Ce soir. Et que si tout le monde dans ce pays paye le loyer, que tout le monde se met à la sortie devant ATG qui me jette la pierre. Je peux vous dire, il paraît qu'il y a beaucoup. Dernière question, Monique Ward. Vous allez continuer votre action dans votre association. Est-ce que vous vous êtes affaibli auprès de l'opinion publique? Ben, écoutez, vous savez, dans mon conseil d'administration, j'ai encore mon conseil d'administration qui me soutient. J'ai mon vice-président d'ailleurs, je lui dis à M. Augustin, Jimmy, Mariana, je leur dis merci parce qu'ils ont été là, ils seront là et on doit, parce que normalement on doit encore changer nos statuts, ils sont là avec moi. Non, je ne suis pas affaiblie parce que vous savez pourquoi je ne suis pas affaiblie? Dites-nous. Parce qu'il y a tellement de combats sur la consommation. Il y a tellement de choses à faire. Vous avez vu l'essence, il a encore augmenté. On a vu. Je me suis tue, eh bien ça augmente. Je remonte au créneau, eh bien on me pète. Eh bien c'est pas grave, je vais continuer, je n'en ai pas peur. Après, libre au peuple. Si le peuple veut suivre, ils arriveront au moins à avoir 100 € à la fin du mois. S'ils ne suivent pas, eh bien ils seront dans le même 4 mois. Dans 3-4 mois, ça sera leur expulsion. Monique Ward, merci en tout cas d'être venue témoigner en direct sur le plateau du Rendez-vous de l'info sur ATG. Allez, sans plus tarder, voici le rendez-vous de notre Prime. Vous savez que la Guyane, c'est tous les soirs sur ATG. Et cette fois, Dominique Nugent est allé faire un petit tour à Kourou, les roches gravées. Extrait. Lorsque je suis venu à Kourou, j'ai rencontré des gars passionnés. D'où les roches gravées de Kourou, quoi. Puis après, j'ai fait, par la suite, j'ai fait toute la Guyane pour une étude sur l'habitat. Et là, j'ai découvert encore d'autres roches gravées. Ici, il y avait de l'eau, d'accord? Pour l'histoire, il a. Donc, il y a qu'à prendre les roches pour polir, pour faire des arbres. Là, donc, Voilà, ça, c'est un polissoir. Ouais, d'accord. De l'eau et polir le... D'après toi, ça te l'a dit. Est-ce qu'il y a des scènes de vie? Est-ce qu'il y a un message été laissé d'après toi? D'après toi, je pose la même question. Quand tu es... C'est même pas besoin de réfléchir trop loin, tu vois. Tu vois? Regarde bien le personnage. Hein, DG. Il a une coiffe. Oui. L'Amérindien, il porte des coiffes. Quand il porte des coiffes? Quand il fait la fête. Quand il fait, au moment des fêtes, oui. Ouais, d'accord. Ouais. Donc déjà, là, on a une piste. Alors, mon interprétation, moi, je ne vais pas aller trop loin. Hein. Tu regardes les personnages. Bon, ça, on sait qu'il y a 272 personnages, parce qu'on a pris des stagiaires pour... Ah, pour les compter. Combien? 272. 272. Il y a un personnage avec des coiffes aussi. Mais quand tu vois dans sa main, il y a quand même... Il y a 2 yeux, ici. On est bien d'accord? Ouais. Donc, logiquement, il tient 2 têtes dans sa main. Et puis, tu as une tête en bas aussi. Ah ouais, donc il y a une tête ici, une autre tête là et... Une autre tête là. Mais moi, je pense que c'est ça là, a été peut-être une plus majeure et tu es plus monde, donc il a montré ces trophées-là et ces trophées-là, ce sont les têtes. Exactement. Donc... Ce soir, à 20h, en prime, les roches gravées, à ne rater sous aucun prétexte, présenté par Dominique Nugent. Allez, Vanessa, aujourd'hui c'est lundi, on se détend, c'est ça? Exactement. On y va. Il s'en passe des choses sur Lunettes, Vanessa. Et oui, donc on se détend car le rire c'est bon pour le moral. Donc après l'actualité négative de ces dernières semaines, j'ai tenu à commencer ce lundi en libérant l'enfant qui est en vous. Donc je vous propose un petit medley de vidéos comiques ou insolites. Donc entre autres un policier qui a le rythme dans la peau, un bébé qui montre ses muscles comme son papa et Gilles, je vous mets au défi de réaliser ce que le petit garçon fait, le petit garçon de 5 ans fait au début de la vidéo. Regardez. Ok. 1, 2, 3. Ça c'est à Toronto.
le petit garçon, ça je sais faire. Par contre, ça, je regarde. Ah, le petit bébé qui montre ses muscles comme son papa. Futur macho, c'est ça? Peut-être. Alors, une petite démo? Oui, non, ça, je sais faire. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, bien sûr, j'ai la veste, mais je sais le faire, bien sûr. Donc voilà, c'était l'instant détente de la semaine pour ne pas penser aux mauvaises actualités de ces derniers temps. Voilà ce qu'on vous propose ce soir. Allez, un petit tour en ULM, mais hydro-ULM. On en parle juste après avec Théanie. Qu'est-ce qui vous fait rire, Théanie? Le jingle? Allez, alors franchement, là, vous verrez de très très belles images. Théanie, ça s'est passé du côté de Montsinéry, c'est ça? Oui, eh bien oui. Donc avec plus de 20 ans d'expérience et 6000 heures de vol à son actif, Pascal m'a invité donc, à prendre un peu de liberté, si vous voulez, à oser la liberté, puisque donc, ce week-end, pour vous, j'ai été faire mon baptême de l'air en hydro-ULM. Je vous laisse en profiter en regardant ces quelques images. Passionné de belles sensations, photographe ou encore si vous aimez tester les nouvelles choses et que vous aimez la liberté, je vous invite donc à vous rapprocher de Pascal, soit par le site internet au www.ulm-équateur.fr ou sinon par téléphone au 06 94 23 23 51. Et je tiens à vous rappeler que c'est une nouvelle activité qui est disponible à la base ULM Équateur de Montsinéry. Voilà, donc de très belles images et on voit que la Guyane est un très très beau pays avec une caméra embarquée. Hein. Oui, c'est voilà, ça. De très très belles images, très belle musique également. Merci Clément pour le choix musical, Clément Badjoin, grande culture musicale. Merci Théanie. Allez, notre deuxième invité, c'est Gary Paul, docteur en histoire contemporaine. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous avez vu ces belles images, je vois que vous étiez époustouflé. Absolument. Donc, magnifique pays, la Guyane. Oui. L'Amazonie, c'est formidable. L'ancien président de la République d'Haïti, Jean-Claude Duvalier, est décédé samedi matin 4 octobre à Port-au-Prince d'une crise cardiaque. Celui qui était surnommé Bébé Doc échappe donc aux poursuites judiciaires pour crimes contre l'humanité en Haïti. La question qui se pose désormais à son sujet est quelles funérailles va-t-il recevoir? On en parle d'ici quelques secondes pour les funérailles. Dans un premier temps, Gary Paul, comment les Haïtiens de Guyane ont-ils appris la nouvelle? Selon les générations, les avis divergent, mais ce que l'on peut entendre, le dictateur était un bon président pour certaines personnes. Comment peut-on dire ça aujourd'hui? Comment peut-on dire qu'un dictateur était un bon président? C'est ça. En fait, il faudrait peut-être distinguer ce qu'on appelle le duvalierisme, qui a été l'idéologie du père Duvalier, François, du jean-claudisme, qui est en fait la vision de Jean-Claude, jeune homme de 19 ans, qui hérite d'un pouvoir assez lourd, parce qu'à la mort de son père en 1971,
il a eu à gérer le pays, bien que son entourage quand même a eu une grande influence sur lui. Et dans l'imaginaire même des Haïtiens, ils font la différence entre Duvalier François, qui a été un dictateur très dur, celui qui a fait torturer des gens à Fort-Dimanche, dans différentes prisons. Ça, c'est plutôt le père. Le père, qui a géré de 57 à 71. Tout à fait. Et le fils, qui a été plutôt un bébé. Je me rappelle cette phrase de Mme Michaud-Chevry, qui a été en Haïti, qui a vu un bébé au pouvoir. Et pour la plupart des gens, ce jeune homme a été plutôt une victime, en fait, de la dictature de son père. À 19 ans, ce n'est pas l'âge auquel on doit gérer un pays. On doit être à la fac. Malheureusement, il a eu ce lourd héritage. Et je crois que les Haïtiens font la part des choses. D'accord. Vanessa, Théanie, des questions? Le dictateur Duvalier est retourné en Haïti, accueilli en grande pompe par le pouvoir en place. Est-ce que le président Martelly a été complice de l'impunité de ces dictateurs qui ont purgé donc le peuple haïtien? Je ne crois pas. En fait, Martelly n'était pas dans ce qu'on appelle la classe politique traditionnelle haïtienne, en fait. C'est un chanteur, certes, qui s'est retrouvé propulsé là comme ça à la tête du pays. C'est ça. Disons les choses franchement. En fait, qui peut-être a une certaine admiration pour le jean-claudisme, pas forcément le duvalierisme, mais qui est plutôt dans une logique de recherche d'un consensus national. Et d'ailleurs, il a visité les anciens chefs d'État, que ce soit Préval, Aristide et Jean-Claude Duvalier, dans le but de trouver un consensus. Mais je ne crois pas que ce soit lui l'éventuel complice de l'impunité et de Duvalier. Il faut rappeler quand même que ce soit Papa Doc, en fait, le père, et Bébé Doc, le fils, les deux ont été protégés pendant longtemps par les grandes puissances occidentales, la France, les États-Unis, le Canada, surtout les USA, parce que au moment où le père va arriver au pouvoir en 1957, eh bien, nous étions dans une période de guerre froide, avec une confrontation directe entre les deux grandes puissances, l'URSS et les USA, avec dans la région l'arrivée du régime de Castro. Au milieu de tout ça. C'est ça. Et surtout en face, il y a Cuba, exact. de Fidel Castro. Et pour les Américains, il n'était pas question qu'il y ait un second régime communiste dans la région. Le fait que Duvalier soit mort avant avoir eu à répondre de ses actes ne devrait-il pas pousser les autorités haïtiennes et internationales à se pencher plus rapidement sur le cas Aristide? Sacrée question. Personnellement, je ne suis pas favorable. Enfin, je n'étais pas non plus ni pour Jean-Claude Duvalier, ni pour Aristide. Pour la raison simple. Je crois aujourd'hui, Haïti est devenue une opportunité pour ce que j'appellerais la mondialisation. Et vous voyez très bien ce qui se passe avec Martelly. En 3 ans, il a su donner une nouvelle visibilité à Haïti. C'est un pays aujourd'hui qui attire en fait les investisseurs. Et sur le plan touristique, c'est un pays qui bouge, qui offre un paysage très varié sur le plan touristique. Et je crois que pour Martelly, ce qui est urgent aujourd'hui, c'est d'arriver à un consensus national. D'ailleurs, il veut poursuivre le dialogue avec Aristide pour trouver ce consensus. Vanessa est très branchée sur le débat. Vous n'étiez ni pour l'un ni pour l'autre. Et selon vous, qui était le pire, Aristide ou Duvalier? On ne peut pas... Alors, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. De comparer? C'est-à-dire, il ne faut pas commettre ce qu'on appelle des anachronismes dans l'histoire. Et chaque période a ses problèmes. Et chaque période doit interpeller en fonction du contexte historique. J'ai rappelé effectivement dans les années 70, Jean-Claude Duvalier a été confronté à un problème majeur, c'est la montée du chômage de masse, parce que bon, son père a fait expulser la plupart des cadres, des chefs d'entreprise, etc. On les a retrouvés aux États-Unis. Voilà. Et lui, il voulait faire une sorte de réforme économique. Il a échoué parce que tout simplement, les chefs d'entreprise avaient quitté le pays, c'était la fuite des capitaux, la fuite des cerveaux, etc. Donc, les premiers boat people, d'ailleurs, vont arriver dès 1972 avec un phénomène d'exode rural, avec une sorte de bidonvillisation des Port-au-Prince, ce qui va entraîner des phénomènes de délinquance, de bidonvilles, etc. Gary Paul. Oui. Michel Martelly a exprimé sa tristesse et a salué la mémoire d'un authentique fils d'Haïti,
Alors en plus, il ose dire, au nom de l'ensemble du gouvernement et du peuple haïtien, ces propos ont soulevé l'indignation des victimes du régime Duvalier de la diaspora. Qu'en pensez-vous? Pourquoi Michel Martelly tient de tels propos? Il aurait pu rester sobre. Je crois que Martelly fait partie de ceux qui ont été très déçus de l'après-Duvalier. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1986, il y avait un grand espoir avec la chute de Duvalier, les promesses des États-Unis d'Amérique. Mais ne l'oublions pas, nous étions encore dans une période de guerre froide. Il n'était pas question pour les USA de laisser la gauche haïtienne s'emparer du pouvoir. Donc, ce que les Américains ont réalisé en 1986, c'était de faire une passation de pouvoir entre Duvalier et le général Henri Nonfi. Vous avez vu par la suite, même le professeur Manigat, qui a été élu, a été victime d'un coup d'État qui a été fomenté par les Américains. Puis arrive Aristide en 1990, là encore, Aristide qui va s'orienter vers des pays plus ou moins à gauche, eh bien, là encore, coup d'État le 30 septembre 1991. Déçu de l'après-Duvalier. De l'après-Duvalier. Et puis, il faut dire qu'il a quand même une certaine admiration pour un État fort. Parce qu'après la chute de Duvalier, on est tombé dans une sorte d'anarchie, une sorte de chaos. Question. Certains disent que Haïti est trop corrompu pour que le pays retrouve son équilibre économique, social, voire touristique. À une époque, les Haïtiens retournaient au pays. Alors j'ai deux questions là-dessus. Est-ce que les Haïtiens retournent au pays comme dans les années, les belles années? Première question. Où en est Haïti économiquement aujourd'hui? Alors j'ai parlé tout à l'heure de l'opportunité. Je crois qu'Haïti a une chance aujourd'hui, c'est que la plupart des puissances occidentales n'ont plus leur capacité de nuisance. D'autrefois, vous avez aujourd'hui un pays comme le Venezuela qui aide considérablement Haïti. L'alternative bolivarienne aujourd'hui est peut-être la voie pour la Caraïbe et peut-être même l'Amérique latine. Et je crois qu'Haïti est en bénéfice. Donc si on comprend bien, pour que Haïti puisse être un beau pays qui se développe, on ne punit pas les anciens dictateurs du passé? C'est ça en gros? Ce n'est pas le sens de mon propos. Ce n'est pas le sens de vos propos, mais pour le grand public. Je crois que l'essentiel pour le président Martelly aujourd'hui, c'est d'arriver à un consensus national autour d'un projet de société. Aujourd'hui, question simple, on est en Guyane. Aujourd'hui, les Haïtiens de Guyane, certains ne veulent plus rentrer, ils ont leur repère ici. Bon, certains sont nés ici, ce qui est donc là-dessus, c'est un peu logique. Le cadre de vie y est sûrement meilleur pour certains. Les Haïtiens de Guyane, leurs sentiments, ils retournent au pays, ils sont bien ici, ils se sentent bien en Guyane, dites-nous. C'est ma dernière question. La Guyane a une qualité des pays d'accueil. Et ça, c'est lié à son histoire. Et je le dis souvent, c'est que nous sommes dans un processus de créolisation en Guyane. Et ça, je le dis dans le sens même de la créolisation d'Édouard Glissant. Et la Guyane est un pays modèle. Et je crois que Haïti et la Guyane sont liés historiquement, culturellement. La dernière fois, j'avais pris l'exemple de la banane pesée, il n'y a pas que ça. Donc, quand je parlais tout à l'heure de l'alternative bolivarienne, pourquoi pas un jour la Guyane, tout en restant dans un cadre français, rejoindre cette alternative bolivarienne? Par exemple, le Petro-Caribé. On peut, pourquoi pas, tenter un jour un rapprochement avec les pays qui nous entourent pour pouvoir bénéficier d'un tarif pétrolier avantageux, quoi. En tout cas, c'est le souhait que vous avez, ce souhait-là. Merci en tout cas, Gary Paul, je rappelle, docteur en histoire. Doctorant, oui, en histoire contemporaine, pour venir nous parler. À chaque fois qu'il y a, bien sûr, qu'il faut parler d'Haïti, nous avons Gary Paul sur notre plateau sur ATG. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Merci les filles. Demain, Vanessa? Demain, surprise. On verra. Le maître de la pagaie. Maître de la pagaie, effectivement. Théanie, demain? Le nouveau packaging Coca-Cola. Ah oui, c'est vrai, en plus, il paraît que ça change de couleur. Allez, c'est comme ça qu'on se donne rendez-vous demain, rendez-vous de l'info avec David Richer, avec également Gabriel Serville, donc sur le plateau du rendez-vous de l'info. Passez une excellente soirée, sans plus tarder, le journal de BFM, ce soir 20h. Dom Laquezotte.